transactions internationales, l'assurance crédit est bien évidemment un outil très intéressant, mais ce n'est pas le seul. Et donc, pour pouvoir répondre à cette question, je vais essayer de vous expliquer quels sont les autres instruments de paiement internationaux qui vont vous permettre de gérer les risques liés à ce commerce international. Et mieux encore, quand vous connaîtrez tous ces instruments, vous verrez que non seulement vous pouvez choisir parmi ces instruments, mais vous pouvez, en cas de risque important, les combiner et voir les utiliser ensemble, jongler l'un avec l'autre, ainsi et pour pouvoir trouver les meilleures solutions quand l'un d'entre eux ne fonctionne moins bien. Alors, tout est une question de risque au départ, puisque si on a inventé tous ces instruments, c'est pour pouvoir répondre à des risques qui sont liés à ces transactions internationales. Alors, je voudrais d'abord les classer en deux catégories. Les risques pendant l'exécution du contrat, donc tout ce qui se situe entre la signature du contrat et la livraison de vos marchandises ou services. Ces risques sont typiquement votre acheteur fait faillite ou disparaît dans la nature ou simplement décide d'annuler le contrat. Alors, ces risques sont appelés risques de résiliation, c'est d'annulation du contrat. En fait, à ce moment-là, vous avez peut-être déjà engendré des coûts, payé vos fournisseurs et que vous ne parvenez pas à vous faire rembourser tout simplement parce que vous ne pouvez pas encore facturer. D'autre part, vous avez tout ce qui est les risques après la livraison, donc votre acheteur qui ne veut plus payer ou ne peut plus payer pour des raisons commerciales, un désaccord sur votre contrat, une dispute, ou alors pour des raisons d'événements politiques dans son pays qui font qu'effectivement il ne peut plus payer. Donc ce sont tous les risques liés donc, à la défaillance de votre acheteur, mais sur le non-paiement. Alors c'est important parce que pour identifier ces risques, en fonction de ces risques, on va effectivement utiliser plutôt l'un ou l'autre instrument. Alors on va commencer d'abord par le plus simple en soi, les paiements à l'avance. Donc c'est vrai que quand vous pouvez vous faire payer à 100% en avance, forcément c'est idéal, mais c'est pas toujours très commercial. Donc 100% de paiement anticipé, si vous y parvenez, faites-le. Si ensuite vous devez céder un petit peu plus de délai de paiement, sachez qu'on peut travailler avec des termes de paiement au fur et à mesure de ces prestations. On appelle ça des paiements au comptant et de manière à ce que et quand même rester hors risque, puisqu'il est possible aussi de vous faire payer au fur et à mesure de vos prestations. Bon. Donc l'idée c'est de pouvoir limiter son risque ou en tout cas le mesurer très fort et il faut essayer de voir dans quelle mesure il y aura peut-être possibilité d'arrêter vos prestations si vous n'êtes pas payé au fur et à mesure. Donc tirer la prise en soi au moment de vos prestations du contrat. Alors mon avis sur ce type d'instrument, en soi, il faut quand même bien analyser le risque de la contrepartie. Cela ne fonctionne pas avec tous les types de produits vendus parce que parfois arrêter en plein milieu d'un chantier quand vous avez quand même déjà payé tous vos fournisseurs et vous restez avec toutes vos marchandises, c'est peut-être pas une bonne idée. Si vous êtes au milieu d'études d'ingénierie, c'est peut-être plus facile de vous dire voilà, j'arrête mes prestations, je pose mon crayon tant que je ne suis pas payé. Donc effectivement analyser si ça s'adapte bien à votre contrat. Le gros avantage, évidemment, c'est que c'est basé sur des négociations commerciales. Il n'y a pas de coût supplémentaire à travailler comme ça. Alors, ensuite, vous avez comme instrument tous les instruments de trade finance, donc typiquement les lettres de crédit, qui peuvent être de plusieurs natures. On parle parfois de stand-by letter of credit, les SBLC.
mais parlons simplement de la lettre de crédit ou crédit documentaire. Le risque est pris dans ce cas non plus sur votre acheteur, mais bien sur sa banque, puisque sa banque va s'engager à payer sur base de la fourniture des documents convenus. Donc en soi, c'est le déplacement du risque de non-paiement, non plus sur votre acheteur, mais sur sa banque. En soi, on pourrait se dire qu'une banque est toujours un meilleur risque que l'acheteur. Peut-être qu'en fonction de votre contrat, ce n'est pas suffisant. Donc vous ne savez pas le mesurer, vous ne savez pas imaginer que vaut cette banque ici dans ce pays, je n'en ai pas la moindre idée. Donc vous avez la possibilité de faire confirmer votre lettre de crédit par votre propre banque. Donc c'est votre banque alors qui s'engage à dire moi je prends le risque de la banque locale et donc en cas de présentation des documents à la banque locale, la banque ici en Belgique peut confirmer, prend ce risque sur cette banque et donc en fin de compte, cela revient à prendre un risque en Belgique sur votre propre banque. Donc en soi, mon avis sur ce type de produit, c'est qu'il faut d'abord vérifier la qualité de la banque locale. Hein. Alors comment demandez tout simplement déjà à votre banque si elle peut prendre ce risque. Est-ce qu'elle accepte de prendre un risque dans ce pays? Est-ce qu'elle accepte de prendre un risque sur cette banque, la banque émettrice de la lettre de crédit? Est-ce qu'elle accepte le montant et aussi la durée du risque? Donc, en soi, ça a un coût, donc vous allez payer votre confirmation. Autant l'ouverture de la lettre de crédit par la banque locale sera payée par votre acheteur, mais la confirmation de cette lettre de crédit, ce sera bien à budgéter dans vos coûts. Alors, l'important aussi, c'est de vérifier les documents à présenter. Faites attention quand même au wording pour éviter des erreurs ou le risque de ne pas être payé. C'est un instrument qui demande quand même une certaine expertise, donc ne vous y aventurez pas tout seul, faites-vous bien guider, mais une fois que vous le maîtrisez, effectivement, il est très intéressant. Le gros avantage, c'est que votre risque n'est plus sur votre acheteur, mais bien sur sa banque, ou même alors carrément en cas de confirmation sur votre propre banque. Le risque d'une lettre de crédit, en fait, c'est qu'elle ne s'ouvre pas. Et donc, veillez aussi à ce qu'elle soit ouverte à la naissance de votre risque. Donc, idéalement, au moment de la signature de votre contrat. Souvent, l'acheteur voudra pousser l'ouverture le plus tard possible pour que ça lui coûte moins. Il va dire, je vais vous ouvrir demander l'ouverture de cette lettre de crédit 1 mois avant la livraison des marchandises. Faites attention. Si vous acceptez cela, vous vous retrouvez dans la période avant livraison, donc cette fameuse période où une annulation du contrat est possible. Si vous avez énormément de coûts déjà engendrés, si la lettre de crédit ne s'ouvre pas, eh bien, vous pouvez, et que le contrat est annulé, vous n'avez pas la possibilité de faire appel à cette lettre de crédit, à vous faire payer grâce à la lettre de crédit. Donc ça, c'est un risque à tenir en compte. Alors, le suivant, ce sont tout type de garanties, alors que ce soit une garantie d'une société mère ou une société sœur, voire une société amie, pourquoi pas, mais donc d'une entreprise tierce. Donc l'idée est de se dire, c'est vrai que je n'arrive pas à avoir une assurance crédit ou je n'arrive pas à pouvoir obtenir, je ne sais pas, le risque est trop grand à prendre sur cet acheteur qui est trop faible, donc est-ce que je peux prendre peut-être le risque sur un garant? Le garant qui peut être une société sœur, une société amie. Alors, si c'est le pays qui vous dérange l'assurance crédit, on peut peut-être justement essayer de le contourner en demandant une garantie d'une société mère ou sœur qui serait dans un autre pays. Mon avis, évidemment, c'est toujours un plus d'avoir une garantie d'une société tierce, certainement si elle est du même groupe. Il faudra évidemment analyser la qualité financière de ce garant, ainsi que le lien qui unit votre client avec ce garant. Donc,
Ce que je veux dire avec cette garantie, ça peut vous permettre soit de vous dire je prends le risque directement sur ce garant, je vends ma marchandise, après tout c'est un très grand groupe, j'ai complètement confiance, je peux dormir avec ce risque, ok. Soit vous vous dites non, moi en fait ça ne me rassure pas plus que ça, mais par contre ça peut peut-être rassurer mon assureur crédit qui lui va prendre effectivement donner cette assurance crédit sur base de ce garant. Euh, et pareil avec la combinaison d'autres outils pour une lettre de crédit identique. Et donc, venons-en à l'assurance crédit elle-même. Bon, c'est vrai que c'est plutôt mon domaine, donc c'est la méthode que je connais le mieux, même si au niveau de l'assurance crédit, on va aussi le combiner avec déjà les outils qu'on a cités. Donc, ce n'est pas un moyen de paiement en soi, l'assurance crédit, comme son nom l'indique, c'est une assurance. C'est une couverture qui va... En fait, c'est une sorte de parapluie que l'on va pouvoir mettre sur toute la transaction. Alors, qu'est-ce qu'on va couvrir? On va couvrir à la fois cette annulation du contrat. Il est possible de couvrir cette annulation du contrat. C'est important, surtout dans le cas de vente d'équipements non standards. C'est vrai que si vous êtes dans du standard, vous faites des machines toujours les mêmes et que vous avez une annulation de contrat, peut-être que vous avez reçu un acompte et que ça vous suffit tout à fait d'en rester là, et que votre machine en soi, vous pouvez la revendre à un autre client. Si vous êtes dans des équipements très spécifiques, du sur-mesure, c'est beaucoup plus ennuyant parce qu'effectivement, en cas d'annulation du contrat, vous restez avec votre machine et peut-être qu'il va vous falloir 5 ans ou 10 ans pour la vendre à quelqu'un d'autre. Donc oui, l'intérêt de couvrir la partie avant la livraison, donc cette annulation du contrat, l'assurance crédit le permet. Et puis ensuite, la couverture principale, évidemment, c'est le non-paiement, donc tous les défauts de paiement de votre acheteur pour des raisons commerciales ou des raisons politiques. Alors, mon avis là-dessus, c'est votre décision. L'acheteur ne doit pas être spécialement au courant. Demandez toujours une estimation de prix de cette couverture afin de pouvoir ajuster votre prix de vente en conséquence. Donc, c'est bien l'exportateur qui demande à se faire couvrir pour une transaction particulière. Le gros avantage d'un point de vue risque, c'est d'être sûr d'être payé et c'est de bien dormir. Alors sachez que si ça va bien vous faire dormir, votre banquier aussi pourra bien dormir puisque ça peut servir comme garantie directe ou indirecte pour votre banquier. Un banquier qui voit que votre portefeuille client, donc vos différentes transactions, l'une ou plusieurs, sont couvertes par une assurance crédit, va voir ça comme une qualité, puisqu'effectivement, il est sûr qu'in fine, vous serez payé. Et il peut prendre ça évidemment comme on peut donner toujours le bénéfice de la police au banquier s'il y a des crédits qui y sont liés. Mais pour vous-même, ça va vous permettre aussi d'oser prendre d'autres risques parce que voilà, vous savez que vous avez couvert ces risques. Alors, d'un point de vue commercial, c'est aussi évidemment avantageux parce que ça vous permet d'offrir de meilleures conditions de paiement, donc d'offrir ce délai de paiement 30 jours, 60 jours, voire au-delà. Ça vous donne un avantage compétitif puisque vous avez plus de chances d'obtenir votre contrat si vous offrez de meilleures conditions de vente. Et puis ça permet d'établir une relation de confiance avec votre client. Alors, il existe plusieurs types d'assurances qui vous offrent la possibilité de couvrir soit une transaction individuelle, soit un ensemble de transactions via ce que l'on appelle une police globale. Je ne rentrerai pas dans ces détails car cela pourrait faire l'objet de toute une présentation à part entière. Alors, comment choisir parmi tous ces paiements? C'est vrai que s'il y a peu de risques, vous pourrez choisir plus facilement entre les instruments de paiement. Mais si le risque devient plus important, il est intéressant de les combiner, mais vous risquez aussi d'avoir moins de choix. Donc,
d'où l'intérêt de nouveau de maîtriser tout cela. Alors pour en revenir à la question principale, que faire si le risque pays ne peut pas être couvert? C'est vrai que si le risque du pays est trop élevé pour une simple assurance crédit, on pourra peut-être couvrir la transaction sur base d'un paiement par lettre de crédit d'une banque locale, voire d'une banque d'un pays voisin, ou via la garantie d'une maison mère ou société sœur située dans un autre pays moins risqué. Alors, à discuter évidemment à la fois avec votre banquier, votre assureur crédit, de voir qu'est-ce qui va faire que l'on va pouvoir débloquer soit un type d'assurance, soit même une lettre de crédit. Il ne faut pas se faire trop d'illusions. Au plus il y a de risques, au plus difficile ce sera de trouver une seule solution. Donc il faudra toujours essayer de contourner ce risque en le déplaçant soit vers un autre pays, soit en externalisant le paiement lui-même. Alors, je voudrais terminer avec quelques trucs et astuces pour pouvoir vous aider à faire ces choix. Mais moi, je dirais toujours, n'oubliez pas d'abord de vous informer. Il y a multiples sources d'informations, bon, par exemple les analyses pays Credendo, mais également vous avez des informations auprès de vos banquiers ou bien auprès des organismes d'aide pour le commerce extérieur, les chambres de commerce et autres fédérations. Donc toutes les sources d'informations sont bonnes à prendre. N'hésitez pas à les utiliser, à les confronter éventuellement, mais parce qu'il n'y a rien à faire. Exporter dans un pays d'Afrique, ils ne sont pas tous les mêmes. On ne traite pas de la même manière si on vend en Afrique du Sud ou si on vend au Congo ou si on vend au Maroc. Donc les us et coutumes sont parfois très différents, les risques politiques sont parfois aussi très différents et donc c'est important de pouvoir interroger les différents partenaires qui existent dans la matière. Alors, un deuxième truc, en plus de l'information, c'est l'anticipation. Anticipez dès le début de vos négociations, n'ayez pas peur d'aller trouver votre banquier, d'aller trouver les organismes d'aide pour le commerce extérieur. N'oubliez pas qu'ils ont des antennes sur place. Allez faire visiter votre client par d'autres personnes que par vous-même pour pouvoir tester tout ça à l'avance, avant d'avoir signé. Je suis toujours parfois étonnée de voir des entreprises qui signent d'abord et puis viennent ensuite nous demander, tiens, en fait, on pourrait avoir une assurance crédit, ce serait très intéressant de pouvoir couvrir nos risques. Il faut peut-être y penser. Donc voilà, essayez d'anticiper et d'introduire les différents intervenants dès le début de vos négociations. Ensuite, analysez simplement les pour et les contre, parce que chaque instrument de paiement a ses pour et ses contre, à vous de choisir. Donc, attention, comme je l'ai déjà dit, s'il y a peu de risques, vous avez beaucoup de choix. S'il y a trop de risques, mais vous risquez de n'avoir plus de choix, mais peut-être que c'est un signe aussi que ne devez peut-être pas faire cette transaction. C'est entre les deux que ce sera le plus difficile et qu'il sera important de bien choisir, combiner. Et donc, mon dernier conseil, c'est comparer aussi. Comparer, n'hésitez pas à comparer et à combiner tous ces...